voudrais commencer cette conférence qui d'ailleurs n'a pas de titre. J'étais étonné, on ne m'a pas demandé de titre, donc je ne t'en ai pas donné, mais il faut toujours évidemment un titre. Et ce que je vais au fond essayer de développer pendant cette heure avec vous, c'est le sous-titre du livre que j'ai publié sur Charles Maurras, donc Le maître et l'action. Pourquoi avoir finalement insisté sur cette question du maître et de l'action. Alors, avant d'en venir là, bien sûr, je voudrais commencer par adresser un certain nombre de remerciements. D'abord à une absente, Dominique Paoli, qui n'a pas pu être parmi nous, mais avec qui j'avais débattu du livre dans l'émission de Catherine Rouvier sur Radio Courtoisie. Et je te remercie, Catherine, de m'avoir invité également et de m'avoir accueilli ici. Et c'est un véritable plaisir, effectivement, d'être dans son lieu pour parler de Maurras. J'ai été très heureux également de visiter, bien sûr, la maison du chemin de paradis, que je n'avais d'ailleurs pas vu. J'avais vu les photos, etc., mais je n'étais jamais venu. J'avais pris des contacts, mais les choses avaient l'air plus compliquées il y a quelques années qu'elles ne le sont manifestement aujourd'hui. Alors, ce livre, au fond, sur Maurras, c'est un livre auquel je tiens. En général, on tient au livre qu'on écrit pour y passer un certain nombre de mois, sinon d'années. Alors, un livre auquel je tiens, je le disais, parce que, au fond, il traduit, je dirais, des décennies de fréquentation, si je puis dire, avec le personnage. Et au-delà du personnage, avec plus largement d'ailleurs l'histoire de l'action française et du nationalisme français. Je veux dire par là que le tout premier travail de recherche que j'avais fait, il y a fort longtemps, c'est d'ailleurs une coïncidence amusante, un double point de vue, d'abord parce qu'il portait sur un ancien maurassien en rupture de ban, Lucien Robatey, figure ô combien intéressante, y compris d'ailleurs dans le portrait tout à fait constructif qu'il livre de Maurras, j'y reviendrai. Mais ce travail, je l'avais fait à l'époque, je n'étais pas historien, j'étais juriste, sous la direction du père de Catherine, de Jean Rouvier, qui était professeur d'histoire des idées politiques à Paris 2 à Assas. C'est effectivement assez drôle, et j'ai une petite pensée, ma chère Catherine, pour ton père, évidemment, ce soir. Tout ça est amusant. Alors, je vous le disais, l'histoire de l'action française, l'histoire des droites nationalistes et l'histoire des échecs des droites nationalistes, je dirais pratiquement du boulangisme à la guerre d'Algérie, en particulier avec l'histoire de l'OS, auquel je me suis beaucoup intéressé. Et ce qui est frappant dans cette histoire des droites nationalistes françaises, c'est que Maurras est incontestablement, c'est une évidence que de le dire, mais je crois qu'il faut le souligner, c'est une figure centrale. Alors c'est une figure centrale, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est la figure centrale, mais je ne suis pas tout à fait loin de le penser, en particulier, je dirais, pour ce qu'on appelle un peu dans notre jargon d'historien, le premier XXe siècle. Alors, c'est une figure centrale et il y aurait d'ailleurs un travail à faire, que je projette de faire, pour lequel j'ai accumulé beaucoup de choses, qui serait au fond une étude très fouillée des écrits sur Maurras. C'est absolument impressionnant ce que l'on peut rassembler d'écrits sur Maurras. Alors, des écrits qui ont des statuts tout à fait différents. Ce sont des témoignages, ce sont des ouvrages, ce sont des articles, favorables ou non. Et de ce point de vue, c'est ça qui me paraît extrêmement important à noter. Le personnage de Maurras est, j'y reviendrai, j'insisterai là-dessus d'ailleurs, un contemporain capital, pour reprendre une formule attribuée d'ailleurs à Gide, enfin une formule consacrée à Gide plutôt. C'est un contemporain capital, mais un contemporain capital non seulement pour ses partisans, mais aussi pour les adversaires.
et le point de vue des adversaires est évidemment tout aussi intéressant parce qu'il montre à quel point toute une partie du milieu intellectuel français, politique français, se détermine par rapport effectivement à la figure de Maurras. Alors, cette abondance de récits sur Maurras montre aussi que le personnage de Maurras n'a rien non plus d'insolitaire. Et en écrivant cette biographie de Maurras, qui est une biographie politique, c'est pas une bio, entre guillemets, vous auriez tous les détails sur, il y en a un certain nombre, enfin, sur sa vie personnelle, c'est pas au cœur de mes préoccupations, mais ce qui ressort tout de même dans une biographie politique et intellectuelle consacrée à Maurras, c'est, à travers l'importance de l'aura de cet homme, c'est finalement à quel point ce dernier est, malgré sa surdité, immergé dans un cercle de proches, dans la société de son temps, et ce que j'ai voulu essayer de peindre à travers ce portrait de Maurras, c'est véritablement un Maurras collectif, parce que l'histoire de Maurras ne se décline pas au singulier, du moins elle ne se décline pas uniquement au singulier, elle se décline au collectif à travers l'histoire de l'action française. Alors, je vous parlais de tous les textes qui ont été consacrés à Maurras, et ils sont évidemment nombreux, de plusieurs catégories. Je dirais que les moins intéressants sont les plates hagiographies. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y en a, elles sont intéressantes, bien sûr, pour montrer au fond comment s'opère à travers ce type de discours une espèce de construction d'une statue. Mais une statue qui, au bout d'un moment, devient une espèce de momie avec tous les dangers, évidemment, que cela comporte. Mais intéressant tout de même de constater que ce type de prose, on l'a dit notamment dans tous les hommages qui ont été consacrés à Maurras, et Maurras se voit consacrer des volumes d'hommages très jeunes. Dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, il a des volumes d'hommages qui lui sont consacrés. Donc il a à l'époque, comme il naît, vous le savez, en 1868, bon, il a 50 ans, bon, et puis ça va continuer. Hein, bon, donc il a comme ça une série d'hommages qui sont évidemment intéressants parce qu'ils nous montrent à quel point c'est bien une figure de maître qui est célébrée ici. Mais il y a, sans être hagiographique, des portraits favorables qui sont extrêmement beaux, suggestifs. Parmi les plus beaux portraits, me semble-t-il, c'est ceux de Brasillac dans notre avant-guerre, incontestablement, de Jean de Fabrègue, moins connu, mais très intéressant, j'y reviendrai. Les portraits de Déon, également, à plusieurs reprises. Les portraits de Michel Moore, moins connus, mais qui sont des portraits favorables, vivants du personnage. D'autres documents sont évidemment tout aussi instructifs, c'est les témoignages des dissidents. Et ces dissidents, je parlais de Lucien Rodatel, je m'y suis intéressé de très près, mais il y en a d'autres. Parmi eux, les figures les plus emblématiques et qui mériteraient d'ailleurs des études quand elles n'existent pas, c'est moins Georges Valois, qui est très intéressant, j'ai réédité l'année dernière L'homme contre l'argent, c'est une charge terrible contre Maurras, mais d'autant plus intéressante qu'elle peut être remise en perspective avec un premier ouvrage de souvenirs qu'avait écrit Valois, où il avait évidemment de Maurras, il portait sur Maurras un tout autre regard, mais les critiques de Maurras faites dans L'homme contre l'argent sont très intéressantes parce qu'elles en recoupent d'autres. Il y a Louis Dimier, dont il faudrait rééditer les 20 ans d'Action française, un livre absolument essentiel, Emmanuel Baudelomini, etc., etc. Tous ces portraits de dissidents sont violents, incontestablement. Celui de Rodatel est sans doute le plus violent, mais il n'est pas qu'un portrait violent. Ils sont critiques, terriblement, mais ils traduisent aussi une terrible déception. Et c'est cette déception, et
l'ampleur de cette déception qui m'intéresse, car elle montre finalement d'emblée deux choses. Elle montre d'abord à quel point il y a, dans la relation que ces hommes ont liée à Maurras, entretenue avec Maurras, l'empreinte d'un maître vis-à-vis duquel la rupture est très difficile. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure en détail. J'y reviendrai tout à l'heure en détail en esquissant, ça étonnera peut-être certains d'entre vous, mais un parallèle entre la rupture de l'Action française, enfin la rupture avec l'Action française et la rupture avec le Parti communiste. Je crois qu'il y a beaucoup à creuser dans cette direction pour, en particulier, saisir toutes les différences. Saisir toutes les différences et en même temps un certain nombre de convergences quant à l'engagement et à la profondeur de l'engagement. Mais la rupture avec l'Action française du vivant de Maurras, c'est d'abord la rupture avec le maître, beaucoup plus qu'avec la Ligue. C'est lui qui compte plus que le parti ou le mouvement. Mais je voudrais attirer aussi votre attention quant à la personnalisation de l'Action française par rapport à Maurras sur justement les paroles d'une chanson qu'un certain nombre d'entre vous non seulement connaissent, mais ont probablement chanté, qui est La Royale. La Royale, composée au lendemain du premier conflit mondial, est un champ politique tout à fait singulier par rapport à d'autres. Toutes les ligues ont leur champ et les partis ont leur champ. Mais celui-là, il est intéressant, tout particulièrement. Pourquoi? D'abord, parce que l'accent est mis, ce n'est pas le seul cas, mais tout de même, c'est déjà significatif, sur l'importance de la doctrine. Je vous rappelle les premières phrases de La Royale. « Si tu veux la délivrance, pense clair et marche droit. » Pense clair. Si vous avez en tête les hymnes des jeunesses patriotes, etc., c'est pas exactement ce sur quoi on met l'accent. Mais c'est surtout le 7e couplet qui m'intéresse. « Enfin des chimères fatales, un grand penseur délivre nos cerveaux. » Extrêmement intéressant de voir que dans un hymne politique d'une organisation, de quoi parle-t-on? On parle moins de l'organisation elle-même que de son principal, de sa principale figure. C'est intéressant parce que le grand penseur qui délivre nos cerveaux, la formule fixe déjà ce qu'est, pour les hommes de l'Action française, la figure de Maurras. D'autant que quelques couplets plus tôt, on nous a parlé du chef. Autour du chef, soyons unis, le chef évidemment, c'est le roi. Et là, il y a quelque chose de tout à fait singulier et propre à l'Action française, une répartition des rôles tout à fait inédite, très singulière, je vous le disais, entre, finalement, la figure d'un chef qui n'est jamais discuté, mais en même temps un chef qui n'est pas le chef, puisque le roi, au fond, est le recours, mais ce n'est pas lui qui dirige le mouvement, et la figure du penseur qui a, dans cette histoire, un statut tout à fait particulier, mais qui en même temps permet, la question du chef étant réglée, de ne pas voir la F, qui a d'autres problèmes et d'autres querelles, mais sombrer dans ce qui est un travers tout à fait classique des lignes nationalistes du XXe siècle français, sans parler des partis politiques, c'est-à-dire la recherche du chef. On débat pour savoir si ça doit être Dupont, Durand, etc. L'Action française, c'est sur ce plan beaucoup plus simple. Cela étant, et je finirai mon introduction là-dessus, se pose évidemment la question de savoir quel est le statut de Maurras au sein de l'Action française, du nationalisme français et étranger, et même de la société française. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance du contemporain capital, mais si on veut au fond le définir, sociologiquement, c'est compliqué. À qui a-t-on affaire? Et là, on retrouve évidemment les portraits. Certains, rares, vont vous dire qu'on a affaire à un chef politique. Je suis évidemment convaincu. Mais pour d'autres, il va apparaître comme un doctrinaire, un pamphlétaire, un grand journaliste, un écrivain, un poète, etc. etc. On peut ici multiplier les entrées. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour les siens, il est un peu tout à la fois. Et évidemment, cette pluralité des rôles ne manque pas de semer une forme
de confusion. Car si Maurras n'en a pas le titre, y compris dans la chanson La Royale, il est bien le chef de l'Action française. Même si, évidemment, on peut dire que la direction du journal est assurée par un tel, que la Ligue c'est un tel, etc., etc. Mais c'est bien lui le chef, au sens du patron de l'Action française. Une Action française dont il faut souligner, on ne le fait jamais assez, qu'elle est, elle aussi, plusieurs choses à la fois. Un journal, une ligue, un institut, et c'est tout cet ensemble, cette toute galaxie qui est le fer de lance de ce que l'on peut appeler le maurassisme. Et cette confusion des rôles chez Maurras, sans doute moins pensée que produit de circonstances, est à l'origine de bien des désillusions chez les dissidents. Parce que ces futurs dissidents qui fondent leur adhésion aux idées de l'Action française, à la galaxie de l'AF, la matrice d'un engagement actif, pour ne pas dire activiste, en attendent un certain nombre de résultats. Si la formule consacrée, vous la connaissez, notre force est d'avoir raison. Autre slogan tout à fait habituel, tous les moyens, même pour abattre le régime, même légaux, etc., etc., traduisent, évidemment, chez ceux qui le reçoivent, chez ceux qui y adhèrent, la volonté d'aboutir à ce qui est l'objectif attendu, à savoir abattre le régime, ou, plus largement d'ailleurs, considérer que les idées sont là pour servir l'action. Maurras, sur le fond, n'est pas contre, mais il est évident qu'entre lui-même et un certain nombre de ses disciples, la question du rapport à la pratique ne se pose pas de la même façon. Alors, je vais essayer, en centrant ce propos sur la figure du maître et de son rapport à l'action, de m'attacher à 3 points. 3 points qui vont croiser, en quelque sorte, la vie de Maurras. Premier élément, je vais essayer de réfléchir avec vous sur la façon dont Maurras est devenu un maître. Pourquoi devient-il un maître? Deuxième élément, je vais m'attacher à l'influence de ce maître. Une influence qui n'est pas une influence uniquement française, ni même européenne. Et, dans un troisième temps, j'essaierai d'analyser, au fond, ce qu'il en est des déceptions, du rejet, du dépassement du maître, une fois intervenue la mort de ce dernier, donc, au début des années 50. Alors, devenir un maître. Devenir un maître suppose que l'on considère, du point de vue de l'historien qui se pose ce type de questions, que Maurras en est un. Je dois dire que c'était une hypothèse que j'avais forgée, tellement on parle effectivement du maître de Martigues, etc., etc., mais c'est une hypothèse qui m'est apparue au fil du temps de plus en plus évidente. De plus en plus évidente, et là encore, ça pourra peut-être choquer certains d'entre vous, mais qu'importe. Je crois qu'il y aurait un parallèle tout à fait intéressant à faire entre Maurras et Sartre. Je veux dire par là, à 2 demi-siècles et 2 demi-siècles. Et vous remarquerez d'ailleurs, Sartre en était peut-être quelque part conscient. Si vous relisez un jour L'enfance d'un chef, vous verrez que le salon, c'est le tableau de bord. C'est tout à fait intéressant de prendre en compte cette situation. Et Maurras, incontestablement, est un maître, et le procès de Maurras peut se lire, à mon sens, se lit, entre autres, comme celui du mauvais maître. Et on retombe sur la querelle des mauvais maîtres, qui avait été une des grandes affaires de cette histoire politico-littéraire française. Alors, c'est au milieu des années 1900, donc il approche à ce moment-là de la quarantaine, il est né en 1868, je le rappelle, que Maurras s'impose comme un maître. Un maître auprès d'hommes de sa génération, mais, progressivement, auprès de gens de plus en plus jeunes. Et cette réussite de Maurras, au fond, on pourrait sembler logique, évidente. Je dirais qu'en réalité, elle ne va, de mon point de vue, nullement de soi. Elle ne va nullement de soi, car, à l'origine, il manque
à Maurras certains atouts essentiels pour exercer un magistère. Si on rapporte, au fond, l'exercice de ce magistère politico-intellectuel à ce qu'est la France de la fin du XIXe siècle et du premier XXe siècle. Premier élément important, première carence importante qu'il faut souligner, il manque à Maurras la parole. Maurras ne peut pas être un maître par la parole. Et c'est en travaillant sur lui que je me suis rendu compte à quel point, finalement, cette surdité dont personne ne parle, elle est, à mon sens, absolument fondamentale. C'est absolument fondamental. Et ce qui est très intéressant chez Maurras, c'est de constater qu'au fond, d'un certain point de vue, on ne la voit pas alors qu'elle est omniprésente. Et qu'il faut bien l'avoir à l'esprit. Maurras ne peut pas convaincre ses disciples comme d'autres l'ont fait en leur parlant. Je vous disais, il manque à Maurras la parole. Il lui manque la parole, alors certes, il fréquente les cafés, les fleurs, etc. Mais il l'a raconté d'ailleurs lui-même, c'est finalement plus tard, Léon Daudet, qui lui a, avec la faconde de Léon Daudet, qui l'a un peu apprivoisé, qui l'a, au fond, amené à prendre la parole en public, ce qui, si vous avez déjà entendu la voix de Maurras, n'est quand même pas une réussite, c'est une voix d'orateur. En revanche, si vous regardez, au fond, le début des premiers pas de Maurras, il est très intéressant de constater quand, par exemple, il s'agit de faire passer ses idées, qu'il va recourir, en règle générale, au truchement de quelqu'un qui prend la parole à sa place. Alors, y compris avec une très forte complicité, comme c'est le cas avec Amoretti, quand il s'agit de s'adresser aux faits libres parisiens. Bon, c'est Maurras qui écrit et c'est Amoretti qui parle. Et Maurras, d'ailleurs, est revenu souvent sur cette question, en disant que, particulièrement au moment du boulangisme, etc., il aurait aimé prendre la parole. Il aurait aimé parler. Il est incapable de parler. Il est évident que pour, dialoguer et échanger avec ses disciples, c'est extrêmement difficile. Il a par la suite su le faire à sa façon, en particulier avec les éditions d'Action française, on pourra en reparler. Deuxième élément important, deuxième handicap de Maurras, c'est qu'il n'a pas de reconnaissance universitaire. Je parlais de Sartre, la situation est tout à fait différente. Maurras, qu'est-ce que c'est? C'est un simple bachelier. Alors certes, le baccalauréat à l'époque de Maurras n'est pas ce qu'il est devenu, j'entends bien, mais tout de même, à une époque où je ne parle pas d'une carrière qui aurait été une carrière littéraire, comme l'a fait un Barès, mais quand vous vous intéressez à la philosophie et à la politique, il y a deux voies d'excellence. Il y a l'école normale supérieure et il y a le droit. Maurras n'a suivi aucune étude. Il est certes allé passer ou essayer de passer quelques examens à la faculté des lettres, etc. Mais de toute façon, comme il ne peut pas suivre les cours, il est évident que c'est pas possible. C'est pas du tout comme ça que ça va se faire. Cet autodidacte en souffre. C'est quelqu'un qui d'ailleurs va réussir à compenser, au fond, cette absence de suivi par une volonté extrêmement forte, mais en même temps, force est de constater que cette dimension d'autodidacte est pour lui incontestablement une forme de handicap. Alors, face à ces deux contraintes, qu'est-ce qui explique son succès? Évidemment, tout le reste. Il y a tout le reste. Et là, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être pris en considération. Premier élément, même si Maurras connaît la crise que nous savons, à l'adolescence, il a en même temps une très forte et très précoce conscience de sa valeur. Et une conscience de sa valeur qui lui est reconnue par des aînés, et qui lui est reconnue très jeune. Et de ce point de vue, je voudrais prendre trois exemples assez significatifs, mais très révélateurs. La correspondance qu'il a avec l'abbé Penon, c'est très intéressant de voir que
entre le moment où le Maurras est bachelier, où il commence, ou pas des études supérieures, en fait, il commence prétendument des études supérieures, mais il commence à rédiger ses premiers articles quand il arrive à Paris, très rapidement. Certes, c'est un rapport entre l'ancien élève et son maître, mais très rapidement, une complicité s'établit entre eux, et eu égard aux codes sociaux de l'époque, etc., c'est une véritable amitié. Penon prend son élève très au sérieux. Deuxième cas de figure, extraordinaire, c'est Barrès. La correspondance Barrès-Maurras est fascinante. Barrès se laisse faire, mais Maurras lui écrit très rapidement, sous le signe de la connivence. Alors que, non seulement ils ont quelques années d'écart, mais Barrès est un écrivain connu, c'est l'écrivain de la jeune génération, quand Maurras, il n'y a rien. Mais Barrès sent immédiatement qu'il a en Maurras, qu'il trouve en Maurras, évidemment, un personnage tout à fait important. Troisième figure, qui est instructive aussi, c'est Anatole France, qu'on a tendance à oublier parce que, évidemment, l'écart entre Anatole France, les divergences de vue entre eux vont être considérables par la suite, mais Maurras est toujours resté fidèle, y compris en prison, etc., à cet héritage d'Anatole France. Donc une conscience de sa valeur, une valeur qui lui est revenue par des éléments. Premier élément. Deuxième élément, qui est une force de Maurras, c'est une très forte capacité de travail et d'assimilation. On est en présence de quelqu'un, alors, si vous avez visité la maison Chemin de Paradis, la personne qui vous avez visité disait Maurras ne dort pas. C'est pas tout à fait vrai. Il dort quand même, hein, il dort quand même. Mais effectivement, il travaille la nuit, il a des horaires totalement décalés par rapport à d'autres, mais il travaille beaucoup. Hein, il travaille beaucoup et quasiment tout le temps, et y compris en prison. Quand il est à Clairvaux, les autres détenus sont absolument fascinés par la puissance de celui qui est devenu un vieil homme, mais qui continue à vivre comme il avait toujours vécu, avec effectivement un travail absolument considérable. Et cette capacité de travail, cette capacité d'assimilation, permet à cet autodidacte, doté d'une très forte, très solide formation secondaire, de se donner des moyens de réussite. S'ajoute à cela, évidemment, des qualités de plume évidentes. Des qualités de plume évidentes, il écrit beaucoup, il écrit, alors, j'ai repris ses textes, si vous voulez, il écrit de mieux en mieux, et vite. Ça, c'est un élément intéressant. Troisième chose, troisième facteur, une ambition jamais démentie. Maurras a eu la réussite qu'il a voulu avoir. Quand Maurras devient un maître, quand Maurras est un chef d'école, il est ce qu'il a voulu être, ce que n'a jamais voulu être Barrès. Maurras s'intéresse aux autres, veut dominer les autres. Barrès, ça ne l'intéresse pas. Ce qui explique d'ailleurs que beaucoup d'anciens Barrésiens sont passés au maurassisme. Massy et un certain nombre. Et Maurras veut peser sur l'opinion de ses contemporains, et il prend rapidement conscience, ça c'est un élément intéressant chez lui, de l'influence qu'offre la presse. Maurras est l'enfant de ce que des historiens ont appelé la civilisation du journal, et il en comprend très vite, très tôt, l'importance. Importance de la force de la presse et de la capacité qu'il y a, de la possibilité qu'il y a à mobiliser à travers elle. Quatrième élément important qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Maurras est un témoin. Est un témoin de son temps, et un témoin, je vous parlais de l'histoire des droites nationalistes, il est un témoin des échecs de ces droites nationalistes, qu'il vit au fur et à mesure. 20 ans à l'époque du boulangisme. Il fait ses premières manifestations à 20 ans au moment du boulangisme. 30 ans, c'est l'affaire Dreyfus. Et c'est sur cet échec, sur le renforcement du régime républicain, que Maurras construit pas seulement sa réflexion théorique, le nationalisme intégral, etc., mais qu'il construit aussi, à côté de cet enseignement théorique, qu'il construit progressivement son projet de réponse à justement ce renforcement du régime républicain
et ce projet de réponse à l'échec des droits nationalistes. Et j'en arrive par conséquent à un cinquième point qui me paraît lui aussi très important, c'est, chez Maurras, un positionnement propre et transgressif contre les élites étatiques. Maurras va jouer, et va jouer très jeune, de la transgression. Et il le fait selon, enfin il le fait d'ailleurs de la même façon, y compris, enfin plutôt par rapport à des enjeux très différents. Je prends deux exemples assez significatifs. Le premier, c'est au moment des débats sur le félibrige. Maurras prend clairement position, avec Américain bien sûr, et c'est lui qui pousse au maximum à la radicalisation, quand d'autres voudraient le consensus. Il choisit par conséquent de provoquer directement. Il joue la provocation. Même chose au moment de l'affaire Dreyfus. C'est Maurras qui rédige le célèbre article sur le premier sang. Il est à ce moment-là, il a d'abord compris toute la force que pouvait représenter l'antisémitisme. Maurras l'instrumentalise, cet antisémitisme, il l'a très bien compris, et d'ailleurs quelques années avant, il en avait dans sa correspondance avec Barès, c'est tout à fait intéressant, mais il joue, pour le coup, la carte de la radicalisation par rapport justement à des milieux nationalistes qu'il estime, à son sens, trop frileux. Et on ne comprend pas, finalement, l'importance que va revêtir le développement de l'action française si on ne songe pas à l'échec de la Ligue de la patrie française. Et cette transgression vaut à Maurras d'être considérée comme trop radicale, trop dure par toute une série de gens de la patrie française qui ne veulent pas de lui. Alors, je sais bien qu'on ne refait pas l'histoire, mais si Maurras, finalement, avait à ce moment-là été intégré, s'il avait vu sa valeur reconnue par la Ligue de la patrie française, etc., les choses auraient pu être différentes. Ça se passe tout à fait différemment. Et son souci, par conséquent, c'est de construire une réponse autre, une réponse organisée, et j'en arrive au point suivant, une réponse face à la République, qui est une réponse doctrinale, mais une réponse également à travers la doctrine organisationnelle. Qu'est-ce que constate Maurras par rapport à l'échec du boulangisme, par rapport à l'échec de la patrie française? Il constate que le nationalisme a pu être un mouvement de masse, ce qu'il a été, mais que ce mouvement de masse de son temps a été complètement dépourvu, y compris sous la forme du barésisme, de soubassement doctrinal. Et par conséquent, ce qu'il attribue, la raison qu'il attribue à l'échec du nationalisme de son temps, c'est cette absence de doctrine solide. Et par conséquent, l'idée de Maurras, pratiquement dès les débuts de l'Action française, surtout quand la Ligue va se créer, qu'il va créer l'Institut, qu'il va arriver à créer ce quotidien, donc entre 1905 et 1908, ça va être de doter non seulement le nationalisme français d'une doctrine, c'est le nationalisme intégral, de faire en sorte que cette doctrine soit enseignée et relayée et diffusée. C'est à la fois le quotidien d'Action française, mais c'est aussi la création de l'Institut d'Action française qu'il faut bien voir comme une forme de contre-Sorbonne, avec des chaires organisées, etc., etc. Il prend véritablement le régime en, comment dire, de front, hein, de face. Et troisième élément, évidemment, c'est démontrer à ces anciens nationalistes qu'ils ont fait fausse route, lui étant capable de rallier les jeunes générations. Ce qui est frappant dans le développement de l'Action française, c'est cette capacité que va avoir Maurras à rallier des hommes plus jeunes, enfin, de sa génération au départ, plus jeunes par la suite, hein, et les ralliements dans ces années 1900 sont des hommes qui vont compter dans toute l'histoire de l'Action française. Hein. Quelques noms, vous les connaissez, mais c'est à ce moment-là qu'ils arrivent dans le jeu, c'est pas avant. Hein. Mainville, Léon Daudet, bien sûr,
Louis Dimier, c'est à ce moment-là qu'il arrive. Georges Valois, Pujol, Marie Leroux, Lucien Lacour, etc., etc. Tous ces gens, plus ou moins connus aujourd'hui, Maurras les attire à ce moment-là. Il les attire à ce moment-là. Par la suite, il va attirer des gens plus jeunes. Et puis, grand triomphe pour lui quand même. C'est lorsque Jules Lemaître, l'ancien de la Ligue de la patrie française, donne publiquement raison à Maurras en rejoignant l'AF, ce que ne veut pas faire Barrès, pour des raisons qui lui sont propres, mais en disant, mais finalement, Maurras a réussi, lui, à doter ce mouvement nationaliste d'une doctrine, ce à quoi Jules Lemaître n'était nullement parvenu et qu'il n'avait d'ailleurs pas forcément cherché. Et par conséquent, dans ce milieu des années 1900, entre 1906, 7, 8, 9, Maurras s'impose effectivement comme un maître qui se veut à la tête d'une école. Son souci, et c'est le dernier point de cette première partie, son souci c'est de faire école. De faire école en mettant évidemment ses idées au service du nationalisme français, mais en mettant ses idées pour leur permettre aussi, très largement, ou le plus largement possible, de se diffuser, de durer et de se diffuser. Et ce qui est très frappant chez Maurras, c'est que depuis, sinon le début, mais du moins depuis ces années-là où il s'impose comme un maître, non seulement il est devenu, mais il entend rester, et il entend d'ailleurs que son statut perdure après sa mort. Il y a chez lui le souci de faire école et de faire école durablement. Et je crois que c'est à cet égard qu'il faut bien comprendre plusieurs choses. D'abord, le souci constant qui est le sien de rééditer ses textes et de les compléter. Quand on travaille sur Maurras, on ne peut pas travailler avec une seule édition. Il faut toutes les avoir. Parce que, dans certains cas, évidemment, c'est une simple réimpression, mais c'est rarement le cas. Bien souvent, il va profiter d'une réédition pour compléter, ajouter, enlever, etc., etc. Pour, au fond, inscrire son œuvre dans un principe de cohérence. Car le souci, il est bien là. Deuxième élément intéressant, comprendre à travers ce souci d'être immortel, et je dis ça sans jeu de mots, son élection à l'Académie française, qui est tout à fait extraordinaire. Car Maurras à l'Académie française, pour se faire élire, la première fois ça se passe mal, la deuxième, il joue parfaitement le jeu. Il se transforme en candidat normal, qui fait ses visites, etc., etc. Il accepte tout ça. Parce qu'il considère, et il l'explique très bien dans la cérémonie, pas dans la cérémonie à l'Académie française, mais dans la grande réunion publique qu'on fait pour fêter son élection à la salle Magram, il explique très bien que l'Académie française, effectivement, est la seule institution qui lui permet, effectivement, de s'inscrire dans la durée. Et puis, j'ai été frappé, en lisant sa correspondance jusqu'à la fin, de voir à quel point il suit au jour le jour. Tout à l'heure, on parlait à la maison du chemin de paradis, la personne qui faisait visiter parlait de la précision de Maurras et de son souci de s'occuper du jardinage, du jardin, etc. Là, moi je l'ai vu sur tout autre registre, il se préoccupe de très près de la publication de ses textes, des traductions, des diffusions à l'étranger, etc., etc. Il suit ça avec, à la fois, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément dans ses affaires un sens de l'ordre tout à fait évident, son bureau n'était pas un modèle d'ordre, mais en revanche, il sait, lui, parfaitement où il en est, et il suit de très très près tout ce qui peut concerner son œuvre et sa diffusion. Car il est convaincu que ces idées, un jour, pourront servir, resservir. C'est chez lui une constante jamais démentie. Alors, j'en arrive à mon deuxième point, c'est l'influence du maître. Parce qu'évidemment, que quelqu'un considère qu'il puisse être un maître, qu'il varie avec une chose, qu'il dure est une autre, mais il s'agit bien sûr pour l'historien de s'attacher à l'influence réelle du maître concerné. Ce qui est frappant dans le cas de Maurras, c'est que le poids du maître, il est important
il est surtout durable. Il s'étend sur plusieurs décennies, y compris sous l'occupation, où Maurras est violemment pris à partie par Béat, les collaborationnistes et les critiques. Il pèse. Bien sûr, à la Libération aussi, le procès Maurras à la Libération peut se jouer, évidemment, aussi à cette aube, et si on suit en particulier le discours de ses adversaires en littérature et en politique, de Gide, qui avait été amené à l'Action française pendant la Première Guerre mondiale, à Mauriac, à Claudel, aux catholiques de gauche, témoignages chrétiens, Mandouze fait des papiers contre Maurras, aux communistes, etc., etc. Il y a véritablement, dans toute cette histoire, et dans cette histoire qui s'étend encore une fois sur plusieurs décennies, l'existence d'une influence marquée, durable et polymorphe. Alors, si on cherche à proposer quelques éléments de synthèse de cette influence, on peut, à mon sens, mettre en avant 3 éléments. Premier élément, c'est une réflexion sur la chronologie. En termes chronologiques, cette influence de Maurras semble maximale au début des années 1920, c'est-à-dire au lendemain du premier conflit mondial. Donc, dans une période qui se situe vers 1921, 1922, 1923, c'est-à-dire avant l'échec électoral de 24 et la dissidence Valois, puis bien sûr la condamnation de 1926. Elle est évidente en France. C'est toute l'histoire du Parti de l'intelligence, du manifeste pour le Parti de l'intelligence, avec comme chef d'ouvrier Henri Massy, la création de la Revue universelle, etc. etc. Et je rappelle qu'à l'époque, le grand débat, qui finalement a été gagné par la Nouvelle Revue française, mais entre la NRF et la Nouvelle Revue française, la question se pose, une question qui se pose autour de l'hégémonie de l'un ou de l'autre, et un certain nombre de figures de la NRF sont incontestablement attirées par Maurras. Et quand on lit, par exemple française, et quand on lit les journaux littéraires, les correspondances de Schoenberger et des autres, c'est tout à fait frappant. Mais cette histoire, elle est une histoire française, mais pas seulement une histoire française. Car il est frappant de constater que l'influence de Maurras et de l'Action française est considérable à l'étranger, à peu près à la même époque, au lendemain du premier conflit mondial. Alors, tout particulièrement, et je vais prendre, parce que malheureusement leur tourne, 2 exemples ici, très révélateurs, la Belgique et la Roumanie. Pourquoi la Belgique et la Roumanie se retrouvent au lendemain de la Première Guerre mondiale dans une sphère d'influence directe du maurassisme? C'est pas seulement parce que avant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà eu quelques jalons de posés, en Belgique en particulier. Mais cette influence, elle s'est développée à l'occasion de la guerre. À l'occasion de la guerre où, du point de vue géopolitique, la Belgique, comme la Roumanie d'ailleurs, se retrouve dans le sillage, au fond, de la France, de la diplomatie française. Et, à cet égard, on parlait tout à l'heure de maurassisme collectif, l'influence de Maurras, évidemment, lui-même est importante, mais elle passe aussi, à travers une influence liée à l'Action française, par celle de Jacques Bainville. Jacques Bainville est, avec Maurras, celui qui publie régulièrement, et je dirais même quotidiennement, dans la presse belge, et très régulièrement aussi dans la presse roumaine. Pourquoi? Parce que Roumanie, Belgique considèrent que, finalement, les positions de l'Action française en matière de politique extérieure sont, au fond, pour toute une série d'éléments belges ou roumains, des positions qui leur correspondent parfaitement. Et donc, ils les relaient, ils se sentent très clairement
engagé de ce côté-là. Il y a d'autres éléments de séduction sur les aspects à l'époque religieux, sur les aspects esthétiques, etc., etc., mais ce sont deux éléments particulièrement importants, et enfin, l'élément géopolitique est absolument essentiel, et qui montre bien, d'ailleurs, qu'à ce moment-là, le racisme est évidemment en phase avec toute une partie des débats de ce temps. Deuxième élément de synthèse sur cette influence, ce sont des éléments plutôt en termes de sociologie. Au fond, qui sont les Maurassiens? Et est-ce que les Maurassiens, alors bien sûr, c'est vrai qu'il y a des individus, mais si on raisonne d'un point de vue un petit peu sociologique, est-ce que, au fond, il y aurait une sociologie propre du maurassisme? À certains égards, je dirais oui. Je dirais oui, et en ne me contentant pas d'ailleurs de l'exemple français. Premier élément intéressant, ce qui permet d'ailleurs de comprendre la longévité du maître, premier élément intéressant, c'est l'attraction constante qu'a pu exercer Maurras sur les jeunes générations, par n'importe lesquelles, en particulier les étudiants, mais pas d'ailleurs uniquement les étudiants. La sociologie des cadeaux du roi n'est pas uniquement une sociologie étudiante, mais en particulier du côté des étudiants. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce phénomène joue à l'échelle de la France, sur Paris bien sûr, mais sur la province. Et qu'il va s'exercer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vous parlais tout à l'heure des récits de Michel Moore. C'est tout à fait intéressant quand Moore raconte qu'ils vont, avec l'inique Saint-Symphorien, rencontrer Maurras. Alors lui, il a un vague papier sur lequel il demandait un autographe, et il raconte comment Maurras vient les voir et les raccompagne, etc., en leur expliquant à quel point ils doivent continuer à se battre. Et si Maurras finit par rédiger son célèbre Pour un jeune français, ce n'est évidemment pas le fruit d'un hasard. Et cette attraction vis-à-vis des jeunes générations, elle se retrouve ailleurs. Elle se retrouve dans tous les pays où l'influence du maurassisme a été forte. En Belgique, bien entendu, et c'est au-delà de la célèbre enquête qui va contribuer à la condamnation de l'action française, il est intéressant de voir qu'il y a, dans les jeunes générations belges, de José Strel à beaucoup d'autres, un maurassisme fort, en Roumanie bien sûr, en Espagne, avec, alors c'est un petit peu plus tardif parce que finalement en Espagne, le passage au maurassisme s'est fait, l'attraction pour le maurassisme s'est fait par des biais un peu particuliers. Avant 14, c'est par le biais du catalanisme, donc c'est le fait libre, c'est le catalanisme, c'est Marius Sandrés et Barcelone, mais la grande période du maurassisme en Espagne, c'est plutôt à partir de 1931, avec la proclamation de la République et l'émergence d'un monarchisme politique, avec des gens comme Degas Latapié, l'Action espagnole, etc., etc. Et toute une série de jeunes espagnols sont très marqués par la pensée de Maurras et comme un certain nombre de leurs homologues français. Ce que l'on constate en Europe, on le constate aussi outre-Atlantique, et j'ai eu l'occasion de travailler très directement sur un certain nombre de jeunes maurassiens canadiens-français, qui eux aussi ont été très marqués par l'influence d'un maître qu'ils sont venus visiter. Alors, cela étant, il y a cette sociologie des étudiants, il y a aussi d'autres milieux touchés par le maurassisme. Alors là, pour une période évidemment qui va s'arrêter brutalement avec la condamnation, c'est toute une partie des milieux ecclésiastiques, avec en particulier un travail qui mériterait d'être fait sur les abbés maurassiens. C'est un monde, les abbés maurassiens, car il y a un certain nombre d'abbés français, mais il y en a ailleurs. En Belgique, Van den Hout, etc., sont des figures, y compris l'abbé Malaise, dit le funambule, c'est des personnages parfois hauts en couleur, mais qui, effectivement, ont joué un rôle important dans la diffusion du maurassisme. Alors, évidemment, un maurassisme de type particulier, plus marqué par une dimension religieuse que proprement politique, et à travers, d'ailleurs, cette sociologie différenciée, se pose tout de même la question du contenu du maurassisme qui circule.
Car si, je reviens un instant aux étudiants, si les étudiants, si constamment, à partir de l'avant 14 jusqu'à la fin, il y a un certain nombre d'étudiants maurassiens dans les universités, ils ne le sont pas forcément pour les mêmes raisons. Évidemment, ça change au fur et à mesure de la conjoncture, et je dirais que, particulièrement après la condamnation, c'est un maurassisme beaucoup plus politique, et pour cause beaucoup moins religieux, plus activiste, sans doute, qui veut renouer d'ailleurs avec la transgression de l'ordre établi de l'avant 14. Il y a un véritable culte du maurassisme de l'avant 14 chez les étudiants naïfs des années 30, un culte de la transgression qui repose sur effectivement un certain nombre de réalités tout à fait observables. Au moment de l'enquête d'Agathon avant 14, quand c'est une enquête qui a été faite par Henri Massy et Alfred Dotard, où d'ailleurs on a dit que la jeunesse, la fausse conclusion c'est de dire que la jeunesse d'avant 14 est étudiante et nationaliste. C'est quand même tout à fait excessif, tout ça mérite d'être précisé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les maurassiens ne sont pas forcément satisfaits des résultats, et en particulier Georges Valois. Georges Valois est très mécontent des résultats, et il répond. Il répond au lendemain de l'enquête à propos justement de la mise en cause des étudiants maurassiens réputés violents, briseurs de statuts, etc., etc. Et Valois a cette formule très intéressante. Nous ne sommes pas des gens moraux. Nous ne sommes pas des gens moraux. Et très intéressant évidemment à comprendre, c'est que se développe au même moment toute une littérature bien pensante, en particulier catholique, qu'a exhumé mon collègue et ami Francis Ballas, de livres tout à fait fascinants, où les jeunes gens d'Action française sont violemment pris à partie à travers des personnages de romans. La figure de Calmont du Roi est une figure tout à fait négative, parce que ces jeunes gens sont réputés rompre avec un certain nombre de codes d'une bonne bourgeoisie bien pensante. Et de ce point de vue, le Camelot du Roi ou l'étudiant activiste d'AF est à comparer, rapporté à la France des années 1920, à un tout autre type d'étudiants engagés, qui sont d'ailleurs moins nombreux, mais qui sont les étudiants communistes. Car dans un cas comme dans l'autre, on se bat, ça cogne, et on finit en prison. Là, il y a quelque chose, évidemment, de tout à fait intéressant. Il y a un parallèle, évidemment, qui place la situation des maurassiens dans une situation différente de ceux d'autres ligueurs, sauf, évidemment, à certains égards, ceux des jeunesses patriotes, puisque les JP sont engagés aussi dans l'affaire de la rue d'En-Raymond et la fusillade célèbre. Dernier élément important, je vous parlais de la question de l'étranger, j'y reviens et je termine d'un mot cette deuxième partie, pour souligner que, au-delà, je vais y revenir dans les questions, de la réception différenciée que peut avoir le maurassisme de l'Europe aux Amériques, ce regard que portent les étrangers sur le maurassisme conduit à une véritable question sur ce qu'est le maurassisme. Pour les maurassiens français, je dirais que les choses sont simples. Le maurassisme est conçu pour eux, dans la lignée et dans le sillage de l'enseignement du maître, comme un tout indissociable. À l'étranger, il faut bien comprendre qu'un certain nombre de thèmes sont inassimilables ou, tout simplement, n'intéressent nullement. Expliquer à des Belges qui peuvent être monarchistes, la question de la monarchie, pour eux, ne se pose pas. Idem en Espagne, jusqu'en 1931, etc., etc. En revanche, ces maurassiens étrangers vont opérer dans l'œuvre de Maurras ce que j'appellerais une forme de tri sélectif. Ils vont faire des choix. Ils vont faire des choix en fonction de leurs attentes, de leurs aspirations, et, par conséquent, opérer vis-à-vis de Maurras pas tant un droit d'inventaire que un choix, encore une fois, un tri qui permet de saisir à quel point ce maurassisme peut être, au fond, rattaché à ce qu'on appelle parfois un
peu pompeusement les transferts politiques et culturels. Mais en l'occurrence, il y a entre la France, le maurassisme français et les maurassismes étrangers, des phénomènes de transfert extrêmement intéressants où un certain nombre d'étrangers vont puiser dans le maurassisme des éléments qui leur paraissent adaptés. Les Suisses vont par exemple regarder de très près tout ce qui concerne le fédéralisme, etc. Mais, et c'est là où l'influence évidemment est très intéressante eu égard à l'étranger, c'est que ce travail de sélection fait par les sympathisants s'accompagne, je reviens un instant sur le Canada français, mais on pourrait parler de la Belgique, de la Suisse, etc., s'accompagne dans les pays concernés et du côté des adversaires d'une mise en cause par l'accusation d'être maurassien. Que vont dire les adversaires du maurassisme, entre guillemets, canadien-français, à ces derniers, qu'ils sont les maurassiens, et le terme maurassien, le label maurassien, va devenir un label infamant, et de ce point de vue, il est intéressant de constater, si on reste sur le Canada français, qu'au moment du passage du duplessisme à la Révolution tranquille, c'est-à-dire au tournant des années 60, si vous voulez, l'accusation de maurassisme contre les éléments conservateurs ou réputés duplessistes, etc., est une accusation récurrente. Il faut dire que du côté duplessiste, un des principaux doctrinaires de l'Union nationale, son principal protagoniste, n'est pas n'importe qui, il s'agit de Robert Bemilly, un ancien français naturalisé canadien et qui a été un calot du roi particulièrement actif au début des années 20, donc qui a évidemment importé un certain nombre de choses au Canada français. Dernière partie, déception, rejet, dépassement et perpétuation. Les déceptions, les crises de l'action française renvoient à toute une série d'éléments. Et je ne reviens pas sur l'histoire de ces crises de l'année 14, parce que si on commençait à parler des différentes crises de l'AF, je crois qu'on pourrait y passer toute une partie de la soirée, voire la nuit. Bon. Donc je ne veux pas abuser de votre patience, mais elles sont nombreuses. Cela étant, si on essaye de reprendre les choses, encore une fois, un peu simplement, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces déceptions, de ces rejets? Première chose, je vous le disais en introduction, elles attestent, ces ruptures, de l'empreinte d'un maître. De l'empreinte d'un maître vis-à-vis duquel la rupture est très difficile. Et je vous parlais tout à l'heure du parallèle que l'on pouvait faire avec le Parti communiste. Quand on avait organisé avec quelques collègues le colloque sur maurassisme et littérature, certains d'entre vous étaient d'ailleurs, il y avait eu tout un débat sur les liens, enfin le parallèle PC-AF autour de la notion d'hégémonie culturelle, intéressant, et on n'avait pas parlé justement de cette question des ex. Et cette question des ex, j'y ai beaucoup réfléchi depuis. J'ai beaucoup réfléchi, mais je crois qu'il faut la préciser. Il faut la préciser, cette question des ex, comme d'ailleurs il faut préciser la question du rapport au concept d'hégémonie. Est-ce qu'au fond, je reviens un instant sur la question de l'hégémonie, est-ce qu'au fond on peut comparer l'hégémonie du PCF et celle de l'Action française? Oui et non. Oui et non. Oui, si on considère que, effectivement, si on prend un marqueur, les lendemains de la libération d'un côté, 1919, 1920, 1921 de l'autre, effectivement, dans les deux cas, il y a un élément dominant, c'est la F après 14-18, le PCF au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais, en même temps, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas, dans l'Action française, au fond, une doxa aussi rigide.